Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième leçon de l'École d'économie écologique. Ce cycle de formation à destination des journalistes et des étudiants en école de journalisme a été lancé en début d'année par l'Association des journalistes de l'environnement, l'AJE, et par l'association The Other Economy que je représente. Pour cette troisième session, on va se pencher sur une des questions fondamentales de la transition énergétique. La transition énergétique, en France, elle repose sur deux piliers. D'une part, il faut réduire les consommations d'énergie et d'autre part, il faut décarboner ces consommations d'énergie. Pour rappel, fin 2024, enfin sur l'année 2024, 60% de la consommation finale d'énergie française provenait d'énergie fossile. Donc concernant ce second pilier, décarboner les consommations d'énergie, bah, ça passe en particulier par le développement de l'électrification des usages, tout en utilisant des sources de production d'électricité bas carbone. Aujourd'hui, vous le savez, le mix électrique français est très largement décarboné puisqu'il repose principalement sur du nucléaire, dans une moindre mesure sur des renouvelables, mais on est face à un mur d'investissement. En effet, le parc de centrales nucléaires est vieillissant, et donc il va falloir le renouveler, enfin renouveler par de nouvelles sources de production. Donc combien ça va coûter? Comment on va financer tout ça? C'est les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Pour cela, je suis très heureuse d'accueillir Robin Girard, qui est donc directeur de recherche et professeur à Mines Paris PSL, et qui va se pencher sur la question des coûts de production d'électricité, des coûts système également, donc le stockage, les réseaux, la flexibilité, et va éclairer pour nous aussi les modalités de financement des énergies renouvelables. Par ailleurs, ensuite, Alain Grandjean, qui est président de The Other Economy, et cofondateur et associé de Carbone 4, va lui se pencher sur les coûts et les modalités de financement du programme de CIS-EPR2 qui a été lancé par le gouvernement. Donc Robin, je te laisse la parole, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Moi, comme ça a été dit, je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines et je suis expert sur la modélisation de la modélisation prospective de la décarbonation. J'ai plutôt un background d'énergéticien que d'économiste, mais évidemment, comme je travaille sur des questions d'évolution, notamment du mix énergétique, c'est des questions qui sont traversées par des questions économiques. Et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, je vais vous parler du coût de production des renouvelables et des questions de financement. Alors, vous verrez que je vais parler du coût de production d'électricité d'une manière générale. Et alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez bien ma présentation en plein écran. C'est bon, Marion? C'est bon? Nickel. Super. Et donc vous allez voir, cette question de coût, elle est pas si évidente que ça. C'est vrai que quand on parle de coût, c'est une notion du quotidien, combien coûtent les choses. On a l'impression que c'est quelque chose qui coule un peu de source et qu'il suffit de calculer en regardant ce qu'on a dépensé ici et là, peut-être, pour avoir des notions de coût. Et en fait, c'est une question qui est pas si évidente que ça, même en termes de définition, hein. C'est pour ça que j'ai découpé ma présentation, même avant de parler d'électricité, en fait. La question de coût, elle n'est pas si évidente. Donc, je vais d'abord parler du coût de production de l'énergie électrique dans une version un peu simplifiée, sans regarder le système électrique dans son ensemble. Et vous verrez que déjà, là, il y a des éléments qui ne sont pas si évidents que ça. Ça m'amènera à expliquer ce que c'est le facteur de charge, de parler de l'importance de l'actualisation, qui est un paramètre dans le modèle de coût, justement. Et ensuite, dans un second temps, je parlerai de choses qui sont plus spécifiques au système électrique, liées à l'intermittence des renouvelables et comment on intègre cette intermittence pour discuter le coût de production d'électricité. Et enfin, je parlerai du financement des renouvelables à travers deux mécanismes qui existent aujourd'hui. Et évidemment, il y a tout un tas de questions dont je ne pourrais pas parler, donc peut-être on parlera dans des questions ou plus tard, comme sur le prix de l'électricité, l'évolution du turf, les marchés de l'électricité, les prix négatifs, toutes ces questions qu'on voit aussi beaucoup dans l'actualité. Donc je commence par le coût de production d'énergie électrique. Alors, ce coût de production, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la presse. Donc, comme je m'adresse à des journalistes, je suis allé chercher la manière dont vous en parlez dans la presse.
Et en général, ce qu'on voit, c'est plutôt des coûts d'investissement. C'est plutôt des coûts d'investissement dont on parle. Là, vous avez des exemples de projets avec de l'éolien en mer, un coût d'investissement de 4,5 milliards d'euros pour 1,5 gigawatts. Donc, vous voyez, il y a des dépenses associées à une taille de projet qui est donnée par une puissance électrique. Ici, dans les grands projets, ça se mesure en gigawatts, hein, c'est l'ordre de grandeur. 1,5 gigawatts pour, non, pardon, 1,5 gigawatts pour cette centrale. On a une centrale photovoltaïque à droite, une centrale éolienne, donc deux centrales photovoltaïques, pardon. Et puis en bas à droite, j'ai mis l'EPR2. Et en fait, tous ces coûts peuvent être, ces coûts d'investissement semblent pouvoir se comparer les uns aux autres, puisqu'on a des dépenses et des gigawatts installés. Donc on peut ramener cette dépense en euros par gigawatt installé. Et ça, c'est une manière quelque part d'évaluer le coût d'investissement ramené à la puissance installée. Mais ça pose plusieurs problèmes sur lesquels je vais travailler maintenant avec vous. Le premier problème, c'est que les gigawatts installés d'une éolienne, d'une centrale photovoltaïque ou d'une centrale nucléaire ne se valent pas. Et ils ne se valent pas pour plusieurs raisons. Et la première de ces raisons, c'est la raison du facteur de charge. En fait, avec 1 gigawatt d'éolien, avec 1 gigawatt de solaire ou avec 1 gigawatt de nucléaire, vous n'allez pas produire à l'année la même quantité d'énergie. Donc c'est important de comprendre la différence entre puissance et énergie. La puissance, c'est la puissance de votre machine, ce qu'elle est capable de produire à un instant donné. Et l'énergie, c'est ce que vous allez produire dans le temps. Or, avec des panneaux photovoltaïques, comme vous le savez, on ne produit pas la nuit. Avec des éoliennes, quand il n'y a pas de vent, on produit pas ou peu. Et du coup, la relation entre la puissance de votre éolienne, la puissance de vos panneaux photovoltaïques, et ce que vous allez produire, c'est largement dépendant de la météo. Et la relation entre ce qu'on produirait si on était tout le temps à pleine puissance, qui n'arrive pas avec les renouvelables, et ce qu'on a produit vraiment, c'est ça qu'on appelle le facteur de charge, qui se donne en nombre d'heures équivalent pleine puissance. Alors attention, hein, c'est pas une éolienne, c'est pas soit elle produit à pleine puissance, soit elle produit pas. Et il y a plein de situations intermédiaires qui font que ce facteur de charge, c'est pas le nombre d'heures de fonctionnement. Et puis il y a pas mal d'heures où on va fonctionner à mi-puissance, par exemple. Mais en tout cas, le facteur de charge, il est souvent aussi donné en pourcentage. Et pour l'éolien sur Terre, ça va dépendre des sites. Est-ce que le site est assez vanté ou pas? En France, on est entre 20 et 30% de facteur de charge. Et puis en mer, les facteurs de charge sont en général plus élevés. Et ce que je vous ai représenté ici à gauche, vous voyez, c'est une série de productions éoliennes françaises en pourcentage de la puissance installée. Donc ça dépasse même jamais les 80% de la puissance installée sur cette année-là. La production totale française. Et vous voyez le trait gris, il y a beaucoup de moments où on produit autour de 20%, et la moyenne c'est 20%, un peu plus le facteur de charge moyen. Et ce que vous voyez dans les rectangles violets, c'est une production moyenne mensuelle qui permet de voir qu'il y a des fluctuations à l'heure et puis aussi des fluctuations à l'échelle du mois. Et ça, c'est surtout très important pour le photovoltaïque, parce qu'à droite, j'ai fait le même type de graphique pour la production photovoltaïque française. Donc, il y a, évidemment, on ne voit pas le jour et la nuit parce que c'est toute une année de production, mais il y a bien ces variations jour-nuit. On repasse à zéro chaque nuit. Mais en plus de cela, il y a une variation annuelle qui est entre l'hiver et l'été, hein, c'est assez normal. Les journées sont plus courtes en hiver, donc on produit beaucoup moins un jour d'hiver, et même en moyenne, de l'ordre de 4 fois moins un jour de janvier qu'un jour de juillet. Et globalement, les facteurs de charge sont plus faibles. Donc ça veut dire que 1 gigawatt d'éolien onshore sur Terre ne donne pas la même chose qu'un gigawatt de photovoltaïque. Et évidemment, quand on calcule le coût, c'est bien le coût de l'énergie que l'on va produire qu'il faut regarder, et pas simplement le coût à la puissance installée. De même, sur le nucléaire, le facteur de charge n'est pas de 100%, il est bien plus élevé que pour les renouvelables, mais il est lié à diverses contraintes. Il est lié à la disponibilité du parc nucléaire. Alors, j'ai représenté ici à gauche, enfin, j'ai pris une représentation existante de cette disponibilité du parc, en tout cas de l'historique de cette disponibilité, avec une courbe un peu particulière pour 2022, avec les problèmes de corrosion sous contrainte. Mais on voit que cette disponibilité, elle est assez bien organisée en fait. Elle est maximale en hiver au moment où on a le plus besoin de production, et elle est plutôt faible en été. Et cette disponibilité, elle est essentiellement liée en France aux maintenances.
au rechargement de combustible qu'on a besoin de faire une fois par an. On est obligé d'arrêter la centrale une fois par an, un mois à peu près, et puis tous les 3 ans, c'est un peu plus long, tous les 10 ans, on a une visite décennale qui va durer encore plus longtemps, et la manière dont on optimise ces maintenances fait que la disponibilité du parc, c'est pas toujours 100%. Et si on descend à l'échelle d'une centrale, ensuite, c'est là ce qui est représenté à droite, vous voyez que ce qui est produit, là, on a une centrale qui a une puissance maximum de 950 mégawatts. Eh bien, ce qui est produit, on le voit sur le trait bleu, c'est pas toujours 950 mégawatts, il y a des modulations en fait de cette production qui vont faire que le facteur de charge sera encore moins quelque part que ce qui est déjà donné par la disponibilité. Euh, et donc en France, on a un facteur de charge entre 75 et 80%. Euh, Maintenant, une fois qu'on a compris que on ne pouvait pas simplement ramener les dépenses à la puissance installée, qu'il faut ramener les dépenses à l'énergie produite, eh bien, on manque encore quelque chose. Les dépenses dont on a parlé, c'est des dépenses d'investissement, c'est les dépenses qu'on fait au moment de construire la centrale. Mais en fait, dans toute la durée de vie du projet, il va y avoir un certain nombre de dépenses. Et bon, pour décrire et pour calculer le coût de production d'une centrale électrique, on a coutume en général de découper la durée de vie du projet un peu en 3 parties. Une construction qui est ici représentée en rouge avec un coût de construction qui est en euros par mégawatt, ou tout à l'heure on a dit c'était des milliards d'euros par gigawatt. Ensuite, on a une exploitation, et pendant cette exploitation, on pourra avoir des coûts de fonctionnement, des coûts de combustible pour le nucléaire par exemple, mais aussi des coûts fixes de fonctionnement. On va payer des taxes, on va payer des employés, on va payer des services de maintenance, et ça, c'est pas négligeable. Il faut en tenir compte. Et enfin, à la fin de vie du projet, il faudra démanteler la centrale et tenir compte du coût de démantèlement associé. Alors ça nous donne une formule qui a l'air un petit peu peut-être compliquée là, c'est pas non plus la mer à boire. Vous avez au numérateur de cette fraction l'ensemble des coûts de construction en rouge, donc c'est simplement le coût ramené, tout ça c'est ramené au mégawatt installé. Et puis ensuite, vous avez 2 parties sur le coût de fonctionnement qui est en vert, un coût de fonctionnement avec des coûts fixes annualisés, et un coût de fonctionnement avec ce qu'on appelle le coût marginal de production, c'est-à-dire que c'est la partie du coût pardon, qui est proportionnelle à l'énergie produite. Et tout ça, il faut le multiplier par l'énergie produite et le multiplier par le nombre d'années de fonctionnement. Et ensuite, vous avez le coût moyen de démantèlement multiplié par la durée de démantèlement. Alors, ça, c'est une formule de coût qui est fausse. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. J'aimerais vous expliquer quel est le problème derrière cette formule. Alors déjà, c'est bien une formule où on ramène l'ensemble des coûts au numérateur à l'ensemble de ce qu'on produit au dénominateur. C'est un coût en euros par mégawattheure. Donc elle a plus le défaut du coût dont on parlait tout à l'heure, qui était en euros par gigawatt, mais elle a encore un défaut, c'est qu'elle compare des dépenses et des revenus, les revenus en énergie, mais les dépenses qui sont faites à plein d'années différentes. Ça, c'est un problème central de l'évaluation des coûts en économie. C'est une vraie difficulté. On ne peut pas comparer de l'argent qu'on va dépenser aujourd'hui et de l'argent qu'on dépensera dans 10 ans et mettre tout ça sur la même ligne de calcul. Et donc, les économistes, pour gérer ce problème, ils utilisent en général un modèle qui s'appelle le modèle de l'actualisation. Et ce modèle de l'actualisation, il est très très simple. Il consiste à dire que l'argent, là que j'ai noté XN, mais l'argent que j'ai cette année, ne peut pas être comparé à l'argent l'année prochaine, ou il peut l'être, mais via un coefficient de correction qui est ce 1 sur 1 plus R. En gros, ce qu'on dit, où R est ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Ce qu'on dit, c'est que l'argent aujourd'hui a un petit peu plus de valeur que d'avoir de l'argent demain, et que le taux d'actualisation mesure quelque part cette différence. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le taux d'actualisation? C'est ça qui n'est pas forcément évident à comprendre, parce que ce taux d'actualisation, il peut refléter différentes réalités selon les acteurs que l'on considère. Il peut représenter en fait un peu 2 schémas. Soit un coût de la dette, parce qu'on peut choisir d'emprunter aujourd'hui pour pouvoir, et peut-être et rembourser demain pour pouvoir payer le coût d'investissement qui est fort au début du projet, alors que les revenus ne vont venir que dans les années qui suivront, et on remboursera alors l'intérêt correspondant.
Donc ce taux d'actualisation peut venir modéliser tout ça, peut venir éviter de modéliser tout l'économie du projet avec les taux d'intérêt correspondants et le coût de la dette. Ensuite, si on possède soi-même du capital, si on a de l'argent sur son compte en banque, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'emprunter et on peut utiliser cet argent, c'est du capital immobilisé. Mais alors, il faut comparer à ce qu'on aurait pu faire avec cet argent à la place pour pouvoir dire j'ai 1 million d'euros cette année et je peux l'utiliser dans un projet éolien. Mais si je l'avais utilisé dans un autre projet, peut-être cet argent m'aurait rapporté plus. Et donc, peut-être que je devrais préférer le dépenser d'une autre manière. Donc, à ce moment-là, le taux d'actualisation, quelque part, modélise cette rentabilité du capital. Et le taux d'actualisation, il intègre aussi toujours, et ça va être très important dans la suite de la présentation, il intègre toujours une notion de risque. Si vous êtes sur un projet qui a un risque de ne pas arriver à son terme ou d'avoir des délais importants, de coûter finalement beaucoup plus cher que prévu, à ce moment-là, vous avez envie de dire je veux mettre un coût à ce risque pris dans l'immobilisation de mon capital ou dans l'emprunt que je vais faire. Et sans doute la banque qui vous prête à ce moment-là fera apparaître ce risque dans le taux d'intérêt pour refléter le fait que elle, en tant que banque, va devoir faire face à un taux d'échec dans les projets et va devoir couvrir ces échecs. Alors, si vous êtes coutumier de ces modélisations économiques par l'actualisation, souvent ce qu'on utilise, c'est ce qui s'appelle le WACC. Le WACC, c'est une manière de pondérer une partie de dette, une partie de capital immobilisé pour finalement trouver un taux d'actualisation. Il y a une littérature qui est vraiment importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un peu des ordres de grandeur et de comprendre que ces ordres de grandeur peuvent varier selon les acteurs. Un acteur public en général, et c'est assez réglementé, il y a une littérature économique très foisonnante pour justifier ces taux-là, un acteur public qui prend un taux entre 3 et 4%, qui lui permet d'avoir une vision long terme. On va voir qu'avoir un taux d'actualisation faible permet d'avoir une vision long terme, alors qu'un taux d'actualisation élevé pénalise quelque part tous les bénéfices d'un projet à des dates trop lointaines. Alors, l'acteur privé, lui, va plutôt chercher une rentabilité de son capital à court terme et va avoir un taux entre 7 et 10%. Encore une fois, en fonction de l'acteur privé et en fonction du risque. Et aussi, c'est là que c'est un petit peu compliqué et c'est important pour les renouvelables. Même un acteur privé peut avoir des taux plus bas en fonction du type de montage financier qu'il va faire justement dans l'équilibre entre de la dette et du capital immobilisé. Alors, bon, ce slide est peut-être un petit peu technique. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le raisonnement qui consiste à dire je calcule un coût de construction et j'essaie d'annualiser ce coût, de compter, j'ai investi 1 milliard dans un projet qui va durer 10 ans, donc je divise ce 1 milliard par 10 ans pour me dire combien ça me coûte par an. Ça, c'est un mauvais raisonnement parce qu'il ne tient pas compte de l'actualisation, mais quelque part, avec quelques petits calculs, on peut refaire ce raisonnement, mais avec une durée qui est corrigée, et c'est ça que j'ai essayé de représenter ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a un taux d'actualisation, c'est ce qui est représenté ici sur le schéma de gauche, quand on a un taux d'actualisation qui est par exemple de 5-6%, même montons plus haut, 8-9%, je l'ai dit, le taux d'actualisation du secteur privé, ce que dit ce graphique, c'est que si vous avez un projet qui a une durée de vie, là, c'est ce qui est sur l'axe vertical, une durée de vie par exemple de 40 ans, eh bien, vous lisez pour un taux d'actualisation de 8%, que la ligne de niveau, là, elle est plutôt à 10. Ça veut dire que dans votre calcul économique, votre projet, il a beau avoir 40 ans, votre actualisation, elle fait que quelque part, ce projet, si vous devez faire des calculs économiques, c'est comme s'il avait virtuellement une durée de vie de 10 ans dans votre calcul. Donc ça montre vraiment à quel point le taux d'actualisation, surtout quand il vaut 8 ou 9%, il va écraser l'intérêt des projets qui ont une durée de vie très longue. Et donc, il va nous amener à avoir une vision en général assez court terme. À l'inverse, quand on a un taux un peu plus faible, 3 à 4%, eh bien, pardon, l'impact du taux d'actualisation sur cette durée de vie corrigée est moins important. Euh, alors, quelques exemples ici sur ce qu'on peut obtenir avec cette formule. Donc, ce qu'on calcule, ça s'appelle le LCOE, c'est le coût actualisé de l'énergie actualisée, parce que dans cette formule, on actualise à la fois les coûts, toutes les dépenses sur la durée de vie du projet, mais aussi les revenus qui sont au dénominateur de notre formule. On peut, donc les calculs sont assez faciles à faire, hein.
Et si on a les données de coûts fixes, de coûts variables, il y a quatre ou cinq chiffres à connaître, hein. On peut calculer le coût de production du nucléaire ou le coût de production de l'éolien, du photovoltaïque. Donc là, je vous ai fait plusieurs estimations. Je vais essayer de vous donner de manière transparente mes hypothèses sous-jacentes. Et ce que je veux vous montrer avec ces graphiques, c'est à quel point les résultats dépendent d'hypothèses qui sont très importantes et en général très peu discutées. C'est-à-dire qu'on a tendance on aime bien donner un coût en euros du mégawattheure, mais d'expliquer ce qu'il y a derrière et à quel point les hypothèses sont fondamentales dans l'évaluation de ces coûts, on le fait assez peu. Et c'est particulièrement le cas ce qu'on voit bien dans le graphique de droite, c'est sur le coût du nucléaire. Vous voyez, le coût, il est représenté sur l'axe vertical, ça va de 40 à 180 euros du mégawattheure. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font évoluer ce coût. Là, je vous ai fait des sensibilités. Le taux d'actualisation sur l'axe horizontal, qui est vraiment le facteur qui impacte le plus le coût. Ensuite, le coût d'investissement, c'est-à-dire entre les traits gras et le trait pointillé, entre 9 milliards du gigawatt et 6 milliards du gigawatt. Peut-être que 9 milliards, c'est plus ce qui est annoncé sur le PR2. 6 milliards, c'est si les projets se généralisent. On va avoir des projets qui seront moins coûteux. Mais vous voyez que le facteur premier, le facteur d'actualisation, qui est lié en fait au financement, au retard possible sur le projet, au risque associé au projet, c'est ça la partie la plus importante qui détermine les coûts au final. Et enfin, le troisième facteur que j'ai représenté, c'est le fameux facteur de charge, parce que si vous m'avez bien suivi, si on arrive à mieux optimiser notre centrale nucléaire pour qu'elle produise le plus souvent possible, puisqu'elle a quasiment que des coûts fixes, eh bien, on va avoir un meilleur bilan économique. Ensuite, à gauche, sur la production renouvelable, vous avez des coûts de production qui vont dépendre, eux, beaucoup du lieu, évidemment, ils vont dépendre aussi du taux d'actualisation, mais les variations qu'on prend sur le taux d'actualisation pour les renouvelables sont en général moins importantes, plutôt entre 3 et 5%. Donc j'ai fait quand même cette sensibilité, c'est ce qu'on retrouve sur les barres noires. Ce qui va beaucoup faire varier le coût d'un site à un autre, c'est la localisation. Je vous ai donné des exemples sur l'éolien terrestre. Un bon site au Maroc, on va descendre à 36 euros du mégawattheure parce que le facteur de charge est possiblement proche de 40-45%, alors qu'un site moyen en France va être plutôt entre 25, 27, c'est un peu même plutôt un bon site. On va finir à 62 euros du mégawattheure. Sur des grandes centrales PV, cette différence liée au site de production, elle est aussi très importante entre le Nord et le Maroc. Et puis, évidemment, sur le photovoltaïque, sur le photovoltaïque, on va avoir des différences selon qu'on construit une grande centrale ou une petite au sol, ou une petite centrale sur une toiture industrielle, ou encore plus cher, une centrale sur une toiture résidentielle, parce qu'à ce moment-là, c'est les coûts d'investissement qui vont être assez différents. Donc maintenant, j'ai fait le tour de ce qui détermine finalement ce coût actualisé, qui est un modèle pour dire ce que sont les coûts de production. Mais ces coûts de production, c'est des coûts à l'énergie, c'est-à-dire que ça mesure combien ça vous coûte de produire un mégawattheure, une unité d'énergie d'électricité, mais toutes les énergies ne se valent pas. Tout à l'heure, je vous ai dit toutes les puissances ne se valent pas, et c'était lié au facteur de charge. Et je vous ai dit qu'il fallait ramener à l'énergie. Mais même ramener à l'énergie, ça pose un problème. Et pour comprendre ce problème, il faut un petit peu regarder comment fonctionne le système électrique. Et je vais donc vous parler de tout ça maintenant. Alors, le système électrique, d'abord, une cartographie générale, c'est des moyens de production. Avec des puissances installées là, qui sont représentées dans ce graphique-là. En France, c'est beaucoup de nucléaire qui représente dans la puissance installée un peu plus enfin, un peu moins de la moitié. Mais par contre, en énergie produite, ça a une part plus importante, plutôt de l'ordre de 70%. À cause du facteur de charge dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez des renouvelables. Donc ça, c'est côté production. Et ensuite, on a un réseau électrique, le réseau qui permet de transporter l'électricité sur des grandes distances, ça c'est le réseau de transport, et ensuite d'acheminer cette électricité jusqu'au consommateur final, c'est le réseau de distribution. Pour ça, on descend les niveaux de tension. Ces réseaux, il faut les financer.
Les renouvelables, de plus en plus, sont connectés sur le réseau de distribution d'électricité à des niveaux de tension un peu plus bas, même s'il y a aussi des grands projets hein, connectés sur le réseau de transport. Et donc, ces infrastructures sont aussi un facteur de coût qu'il faut prendre en compte, parce qu'à la fin, le client final, lui, il va payer le coût de production, mais aussi le coût du réseau. Alors, ça, c'est sur la dimension des infrastructures, donc il faut prendre en compte quand on regarde le coût de production d'électricité. Mais il y a une autre question très délicate, quelque part, très technique, c'est que dans le système électrique, et il faut maintenir, comme dans beaucoup de systèmes, il faut maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande à tout moment. Mais ce qui est plus difficile dans le système électrique, c'est que l'électricité ne se stocke pas très bien et que donc maintenir cet équilibre, c'est une difficulté. Et cette difficulté, elle se traduit à tout un tas d'échelles de temps différentes. Ça, c'est vraiment très important. En général, vous savez que l'électricité, ça ne se stocke pas bien et qu'il faut qu'à tout moment, production égale consommation. Mais ce qu'on a moins en tête, c'est que les difficultés posées par ce problème sont à tout un tas d'échelles de temps. À des échelles de temps très courtes, à des échelles de temps de la seconde, il faut maintenir l'équilibre via la fréquence. Et il y a tout un tas d'actions très techniques qu'on met en place pour maintenir cet équilibre. Mais ensuite, à l'échelle de la journée, ce qui est représenté à droite, là, c'est une journée type de consommation. Vous voyez, un pic à 19 heures, il y a un creux au milieu de la nuit. Ben, il faut que la production, elle suive cette courbe. Pour suivre cette courbe, ça demande que les moyens de production en face eh bien, modulent leur production, s'allument, s'éteignent, etc. Et pendant ce même temps, la production photovoltaïque est à son maximum au milieu de la journée, n'est plus présente la nuit. Donc il y a un vrai enjeu d'essayer de maintenir cet équilibre. Et à l'échelle journalière, en général, vous avez bien conscience de ce phénomène jour-nuit, mais comme je dis tout à l'heure, il y a aussi des phénomènes de variabilité qui ont lieu à des échelles de temps plus longues. Sur le photovoltaïque, j'en ai déjà parlé, c'est la différence entre un mois d'hiver et un mois d'été avec un facteur 4. La consommation aussi varie beaucoup entre l'hiver et l'été à cause de notre consommation de chauffage. Et puis sur l'éolien, on a aussi des phénomènes qui peuvent être des phénomènes de variation importantes. On parle souvent des fameux 10 jours sans vent. Les Allemands ont donné un nom à ça, ça s'appelle le Dunkelflaut. Donc, il faut, dans le cas où toute une production éolienne d'un pays, voire d'un continent, serait assez faible, dans le cas d'un grand anticyclone, être certain qu'on arriverait à subvenir à la consommation dans ces moments-là. Donc vous voyez, ce problème d'équilibre entre l'offre et la demande, on ne faut pas seulement le penser à la seconde avec cette question de fréquence, mais aussi à l'échelle de la journée, à l'échelle de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et donc évidemment, les solutions qu'on va mettre en face pour régler ce problème de variabilité, hein, qui n'est pas seulement lié aux renouvelables, il y a la consommation, il y a tout un tas d'autres phénomènes, mais c'est vrai que les renouvelables augmentent les problèmes liés à la variabilité. Eh bien, il faut être capable de le régler. Et là, on comprend bien pourquoi un mégawattheure de photovoltaïque qui va être produit en plein milieu de la journée, mais qui ne sera pas capable de subvenir à une consommation le soir à 19 heures, on ne peut pas lui assigner la même valeur économique que le mégawattheure de nucléaire qui lui, va pouvoir produire de manière plus contrôlée, pilotée. Alors, comme je disais, la flexibilité, les solutions qu'on va mettre en face pour régler ce problème, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Elles se définissent à plusieurs échelles de temps. Et donc, je pars de l'échelle à des échelles très longues qui sont souvent hein, dans le système électrique. Plus on travaille sur des échelles longues, plus on se projette loin dans le temps, plus les questions économiques ont un poids important, et plus on a des échelles de temps très courtes. Je parlais tout à l'heure de l'échelle de la milliseconde ou de la seconde pour la réserve. On a des problèmes qui sont très techniques et très impressionnants, mais économiquement, c'est des problèmes qui ont un poids moins important. Mais quoi qu'il en soit, à l'échelle sur le long terme, à quelques mois, on ne va pas utiliser par exemple des batteries, parce que bien, quand vous avez souvent en tête que la flexibilité, c'est les batteries, ben, les batteries, ça va fonctionner à l'échelle de la journée. C'est très bien pour gérer le problème jour-nuit du photovoltaïque, et c'est une solution technique qui est mature, qui n'est pas massivement développée en France, mais par exemple, il y a beaucoup de batteries déjà en Allemagne, et s'il n'y en a pas en France, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu besoin. Mais bon, c'est jusqu'à maintenant, évidemment. Sur des variations de quelques jours, on va utiliser peut-être plutôt des barrages hydrauliques.
le foisonnement entre les pays aussi grâce à des interconnexions. Le foisonnement, c'est le fait que ben, peut-être quand il y a du vent en France, il n'y en a pas en Allemagne. Ce foisonnement, il n'est jamais total, mais il permet de réduire quand même l'effet de ces variations. Et puis, on peut aussi couper de la production. Donc, c'est important de comprendre que c'est un mix de flexibilité. C'est pas une solution qui règle tous les problèmes, mais les différentes solutions interviennent à différentes échelles de temps. Et sur le long terme, c'est important de comprendre que si on veut régler un problème de sous-production renouvelable qui dure quelques semaines, voire quelques mois, la différence typiquement hiver-été, ça devient, quand on a beaucoup d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est pas vraiment le cas en France, mais on a besoin de gérer ce problème avec des moyens de production thermiques. Donc soit des centrales nucléaires, soit des cycles combinés gaz ou des turbines à gaz. Euh, ça marche pas. Alors, pardon, je sais pas pourquoi c'est. Ah, voilà, je suis revenu. Alors, bon, je vais peut-être passer. Si vous... Moi aussi, allez, j'ai encore le temps de parler de ça. Alors, en Allemagne, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'énergie renouvelable que nous. Ils développent massivement les renouvelables. Ce que représenté à gauche, c'est l'évolution des puissances installées. Donc, si vous avez bien suivi tout à l'heure, les puissances installées, c'est pas la même chose que l'énergie produite. Et les facteurs de charge des moyens nucléaires ou des centrales à gaz ne seront pas les mêmes que ceux des renouvelables, comme le photovoltaïque ou l'éolien. Donc à gauche, vous avez des grosses barres de photovoltaïque, là en jaune par exemple, mais à droite, en énergie produite, la barre est beaucoup plus petite. Parce que le facteur de charge du photovoltaïque est plutôt de l'ordre de 10-12%, comme j'ai dit tout à l'heure. La réduction de cette barre verte, elle est moins importante. Le vert, c'est l'éolien, parce que le facteur de charge de l'éolien, il est un petit peu plus élevé en moyenne. Ce qu'on voit, c'est que les puissances installées ont plutôt tendance à grandir, alors que l'énergie produite et consommée est réduite. Mais ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont fermé quand même pas mal de centrales nucléaires, de centrales à charbon, mais ils gardent des centrales à gaz. C'est ça qui est important, ils gardent des centrales à gaz pour gérer les cas de figure où il y a peu de production renouvelable disponible et pour maintenir l'équilibre et subvenir à la consommation à tout moment. Mais globalement, la production électrique à partir de gaz diminue grandement, et surtout celle à partir de charbon et de nucléaire, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. À la fin, la partie économique, la partie la plus importante, la partie la plus importante sur l'impact CO2, c'est bien l'énergie produite qui est sur la partie de droite. Et à ce titre-là, on voit bien que les renouvelables ont permis de diminuer la production de charbon notamment. Alors, pour finir sur cette question de coût système, pour comprendre quel est le coût de cette flexibilité dans différents cas de figure et l'associer quelque part au coût de production renouvelable, en fait, c'est très difficile parce que ça demande de manière un peu arbitraire d'assigner une partie des coûts du système à certains moyens de production. Et la bonne méthode, c'est plutôt d'essayer d'évaluer le coût système dans différents cas de figure. Et c'est exactement ce qu'a fait RTE dans le Futur énergétique 2050. C'est une étude publiée en 2021 qui est en train d'être mise à jour, qui sera publiée, la mise à jour sera Futur énergétique 2060, qui sera publiée d'ici décembre l'année prochaine. Mais dans cette étude, donc un peu ancienne déjà, qui sera mise à jour, il y a bien une évaluation des coûts que vous voyez en haut à droite ici sur le graphique. Et cette évaluation des coûts, elle estime bien dans différents scénarios. Tout à gauche, M23, c'est 100% renouvelable. À droite, N03, c'est 50% nucléaire. Et vous avez le coût du nucléaire associé. Vous avez en vert les coûts de production de renouvelables qui correspondent à ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec le LCOE. Et en rouge, vous avez la part additionnelle du coût qui est liée aux besoins de flexibilité. Donc vous voyez, quand vous êtes dans un système 100% renouvelable, cette part rouge, elle est plus importante. Dans un système nucléaire, vous avez une part liée au coût de flexibilité qui est plus faible. Et vous avez aussi une évaluation des coûts réseau, parce que de même, les coûts réseau dans un système 100% renouvelable sont un petit peu plus importants que dans le cas 50% nucléaire. Voilà. Donc, ça termine pour moi cette partie sur les coûts du système, et j'aimerais utiliser les 10 minutes qui me restent pour vous parler un petit peu du financement des renouvelables. De la manière dont on finance en fait ces projets et les coûts associés. Euh, alors, euh,
on a eu historiquement deux systèmes. Je vais vous présenter le premier qui existe qui continue de fonctionner pour certains types de centrales, des petites centrales, mais ça reste assez marginal. Mais c'est intéressant de comprendre celui-ci pour comprendre le second. Donc, je vous explique comment il fonctionne. C'est le mécanisme des obligations d'achat. Peut-être certains d'entre vous ont connu. C'est un principe très très simple. En fait, le producteur qui veut développer le projet est assuré par l'État que toute sa production sera achetée à un prix qui est fixé à l'avance. Et c'est ça le tarif d'achat. Alors il est fixé à l'avance soit par une grille, c'est-à-dire on sait qu'un projet de telle taille va être rémunéré de telle manière pendant un certain nombre d'années. Alors le nombre d'années, ça peut être 10 ans, mais c'est pas toute la durée de vie du projet. L'État s'engage que sur les 10 prochaines années, tous les projets construits, leur production sera rémunérée à tel niveau. Ou alors, cette rémunération fixée à l'avance, elle peut être déterminée via des appels d'offres. Donc, dans ce cas-là, vous avez les développeurs de projets sont mis en compétition. Ils répondent à un appel d'offres en essayant de demander la rémunération la plus faible possible. Souvent, il y a aussi d'autres critères dans l'appel d'offres, des critères environnementaux, des critères techniques pour favoriser certains projets. Et et donc, ça, c'est très favorable quelque part pour le financement du projet, parce que vous allez voir un banquier, c'est un projet très peu risqué du point de vue de la vente de ce qui va être produit, hein. C'est assez rare dans le monde de l'économie quand on monte un projet et qu'on est capable de garantir que tout va être vendu à un prix déjà déterminé et fixé sur les 10 prochaines années. Et alors, comment cette rémunération, quelque part, elle est payée? Eh bien, au final, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle était payée directement par le consommateur. Il y avait, via un truc qui s'appelait la CSPE, que vous aviez dans votre facture, mais qui a plus maintenant, contribution au service public de l'électricité, qui permettait de faire d'autres choses aussi. Il y avait la péréquation tarifaire entre les îles et la métropole. Donc en fait, c'était une partie de la facture qui était considérée comme des taxes, mais qui finalement était de l'argent qui allait directement de la poche du consommateur vers celle du producteur et qui permettait de rémunérer le projet. Alors, évidemment, entre le producteur et le consommateur, il y a tout un tas d'acteurs avec des systèmes compliqués. C'est pas l'État directement qui recevait l'argent. Il y avait EDF obligation d'achat. Après, ça s'est un peu transformé. Mais je dirais, d'un point de vue comptable, à la fin, cet acteur devait avoir un rôle relativement neutre et l'argent supplémentaire versé dans la CSPE par le consommateur allait bien dans la poche du producteur pour rémunérer son projet. Donc ça, c'était assez simple. Alors, c'est devenu un petit peu plus compliqué de deux manières différentes. Le premier élément, je vous en parlais après, c'est le complément de revenu. On a inséré un système pour que le producteur participe au marché de l'électricité auquel participent les autres producteurs, pour que quelque part il soit soumis au fonctionnement du système, que l'électricité qu'il produit soit échangée sur les marchés et que le prix de l'électricité sur ces marchés-là corresponde aussi, enfin intègre aussi cette production. Et puis l'autre élément, c'est que une partie du financement qui passait par la CSPE, donc par une taxe sur l'électricité, elle a été intégrée au budget de l'État et payée en partie alors je ne connais pas tous les détails de ça, par une taxe sur les produits pétroliers. Donc quand vous payez de l'essence, il y a de l'argent qui va aller à l'État, qui servait à financer les renouvelables. Mais donc quand même maintenant, il y a un circuit de l'argent qui est un petit peu plus compliqué qu'avant. Au lieu de la CSPE, on a ce qu'on appelle maintenant l'ACIS. Et l'ACIS est venu remplacer un montant qui correspond à peu près à ce qui est dans la CSPE, mais je ne sais pas personnellement comment l'argent est ensuite fléché et si l'argent de l'ACIS va vers les producteurs renouvelables. Et c'est plus comme ça que c'est présenté. Euh, sur le complément de revenu, comment ça fonctionne? Euh, En fait, le principe de base, il reste assez similaire à celui du tarif d'achat. La différence, c'est que le producteur, il va vendre son électricité sur un marché cette fois-ci. Il ne va pas simplement la donner à un fournisseur ou à EDF obligation d'achat.
il va même souvent devoir passer par un autre acteur, parce que les producteurs, souvent, ils sont pas très compétents pour participer sur les marchés de l'électricité. Donc souvent, ils passent par un agrégateur qui va vendre son électricité sur le marché. Donc c'est ce qui est représenté là, le marché court terme, le marché J-1. Et ça va lui apporter une rémunération. Cette vente sur le marché va lui apporter une rémunération. Il va être soumis au prix du marché, c'est-à-dire en milieu de journée, quand on produit beaucoup de photovoltaïque, le prix du marché est peut-être plus bas. À ce moment-là, le producteur vend son électricité photovoltaïque à ce prix de marché. Et ensuite, un fournisseur va acheter l'électricité sur le marché. Peut-être ce sera cette énergie renouvelable, peut-être ce sera une autre, va vendre au consommateur l'énergie correspondante. Et l'idée du complément de revenu, c'est de compléter ce revenu du marché et de le compléter d'une manière à ce que finalement le revenu du producteur ressemble quand même un petit peu à ce qu'il avait avant sur le tarif d'achat. Alors, vous allez dire c'est un petit peu des choses compliquées pour une évolution qui n'est pas énorme. Alors c'est à peu près, mais pas exactement. C'est-à-dire que ce complément de revenu, en fait, il va être plus ou moins grand selon la situation. Je ne veux pas rentrer dans les détails de calcul, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes un producteur éolien et que vous produisez avec un profil de production qui est assez similaire à la production éolienne nationale, à ce moment-là, le complément de revenu, il va compenser complètement, quelque part, ce que vous n'avez pas pu obtenir sur le marché pour obtenir le tarif fixe que vous aviez fixé au départ en répondant à l'appel d'offres. Mais si par contre vous êtes un producteur éolien et que vous avez tendance à produire beaucoup plus que le producteur éolien moyen français, eh bien vous allez à ce moment-là, avoir un complément de revenu qui sera plus élevé. On va quelque part, on va dire que votre production est plus utile globalement pour le système et qu'on la rémunère mieux. À l'inverse, ceux qui ont tendance à produire, surtout au moment où on n'en a pas trop besoin et où le reste du parc produit, et à produire peu quand le reste du parc produit et qu'on a beaucoup besoin, à ce moment-là, ces producteurs-là vont être moins compensés. Voilà, c'est un système un peu plus technique qui a deux avantages. C'est donc quand même de mesurer la contribution à l'équilibre du système et de forcer les producteurs à faire circuler leur production sur les marchés. Euh, alors, pour terminer sur ces questions de financement, euh, les, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quel poids ça a sur les finances publiques. Et ce poids-là, il est assez bien étudié. Là, les graphiques que je vous ai mis, ils sont issus de la PPE. J'ai mis le lien, je partagerai ma présentation, évidemment. Mais c'est des sources que vous pouvez trouver ça en ligne. Donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous pousse à nous projeter dans les années à venir, projette des investissements futurs dans les renouvelables et donc des appels d'offres, des tarifs, des compléments de revenus et donc de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va plus circuler directement du consommateur au producteur, mais qui va venir du budget de l'État. Et la question que se pose l'État, c'est combien ça va nous coûter sur notre budget. Et comme c'est un complément de revenus qui doit permettre d'atteindre un tarif fixe qui est fixé par ce que demande le renouvelable, eh bien, ce complément de revenu dépend beaucoup de ce que vont être les prix de marché. Si les prix de marché sont très bas, le complément de revenu est élevé et donc ça pèse sur les finances publiques. À l'inverse, si le prix de marché est très élevé, le complément de revenu est très bas, voire peut même être négatif en fait. Les renouvelables pour reverser de l'argent, c'est ce qui s'est passé pendant la crise de 2022, et à ce moment-là, ça pèse beaucoup moins sur les finances publiques. Donc il y a tout un tas d'analyses, mais quelque part, j'aimerais insister sur le fait que ces analyses de combien les ENR vont peser sur le budget de l'État, elles sont liées à un système où quelque part où c'est l'État qui choisit de financer la compensation, mais à la fin, le producteur, dans tous les cas, il demande la même chose. C'est-à-dire que ce que vont coûter les renouvelables, c'est très prévisible, parce que le producteur renouvelable, il demande un tarif d'achat, et on sait exactement combien c'est, il n'y a pas d'incertitude sur ça, et c'est la manière dont circule l'argent qui fait que on a une incertitude sur la manière dont tout ça va peser sur le budget de l'État. Alors, il faut aussi comprendre que ce qui pèse surtout sur le budget de l'État, c'est les projets passés et surtout les projets les plus anciens. Euh, alors, j'ai encore 5 minutes, même pas 4 minutes. Je vais peut-être passer là-dessus, ou si, quand même.
Il y a plusieurs, ça devient un petit peu plus technique, mais j'ai presque fini, donc si vous m'avez lâché là, c'est pas grave. Mais c'est quand même très important. Ce que je disais, c'est que la production renouvelable, elle coûte juste l'argent qui est demandé par les producteurs. Et ça, c'est un peu inexact, et donc j'aimerais quelque part moduler mon propos ici, parce qu'il peut se passer plusieurs choses, et c'est des choses qu'on rencontre vraiment aujourd'hui. Il y a deux problèmes différents qu'on a aujourd'hui et qui peuvent amener à penser que ce qu'apporte la production et le coût associé est pas exactement ce qui est demandé par le producteur. Il y a un problème de surcapacité. Quand on a trop de capacité de production, on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin, et à ce moment-là, il y a une partie de la production qui est, entre guillemets, inutile. Et puis, cette surcapacité, elle peut être globale en termes d'énergie à l'échelle annuelle, mais aussi, elle peut refléter plus un besoin de flexibilité. Et ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui, qui va être lié au fait que, par exemple, on va produire beaucoup au milieu de la journée quand il y aura beaucoup de soleil, mais pas assez le soir. Donc, globalement, on n'a peut-être pas exactement une surcapacité, mais au milieu de journée, on produit beaucoup trop et le soir, pas assez. Et donc ça reflète plus un besoin de flexibilité, si vous m'avez suivi. Et donc, évidemment, si on ne gère pas bien ce besoin de flexibilité, on va perdre de l'argent en investissant dans des renouvelables, et les renouvelables vont coûter plus cher que prévu. Alors, il y a plusieurs impacts possibles de ces problèmes. Et aujourd'hui, la surcapacité, elle se traduit essentiellement par une vente à l'étranger. C'est-à-dire que tout notre surplus, et c'est énorme, hein, 90 TWh les 2 dernières années, qu'on a vendu à tous nos pays voisins. Et ce que j'ai représenté à gauche, là, c'est le prix de vente à l'export et à l'import. Et pour l'instant, alors c'est sûr, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir, ça dépend de ce qu'ont fait nos voisins, c'est un problème assez complexe. Mais les 2 dernières années, cette vente à l'étranger nous a rapporté beaucoup, parce qu'on a vendu en moyenne à 100 euros du mégawattheure. Donc on vend plus que ce que ça nous coûte. Donc c'est plutôt des bénéfices en fait. On lance des projets à 80 euros du mégawattheure et on vend plus cher cette électricité en moyenne à nos voisins. Ça, c'est un impact plutôt positif finalement, lié à la surcapacité, mais on ne peut pas trop dire ce qui va être dans l'avenir. Et ensuite, sur la production coupée, là, il y a un vrai sujet, un sujet important aujourd'hui. Il faut développer des flexibilités, flexibilité de la demande via une tarification qui permettra de mieux consommer quand la production est importante, en milieu de journée par exemple. Et aujourd'hui, ce manque de flexibilité, il se traduit sur le plan économique par des productions renouvelables qui sont perdues, coupées, et du nucléaire qui va moduler. Donc j'ai fait des petites évaluations, c'est très grossier, hein, 150 millions d'euros, 500 millions d'euros. On parle de 4 TWh pour les renouvelables en 2025, environ 13 pour de la modulation économique sur le nucléaire en 2025. Et ça, c'est aujourd'hui, et ça risque d'augmenter dans les années à venir, parce que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a bien prévu de développer les renouvelables. Et alors, pour terminer, le plus important, j'ai beaucoup parlé de coûts. J'ai dit que le coût de l'énergie, c'était pas suffisant. Il faut tenir compte du coût aussi lié à l'intermittence, à la variabilité, le coût de la flexibilité finalement correspondante. Je pense qu'il faut développer aujourd'hui, à court terme, la flexibilité par le pilotage de la demande, et à plus long terme, il faut réfléchir au mix de flexibilité. C'est ce qu'a fait RTE dans ses scénarios. Mais il ne faut pas raisonner que avec les coûts. Et il y a quelque chose de très important dans le développement du système électrique, c'est que son développement se pense sur le temps long. C'est ça que fait RTE dans ses travaux. Et il faut construire et développer des projets avec un rythme stable, et un rythme, si possible, qui soit pas trop éloigné du développement de l'électrification dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui a très bien été dit par Marion dans l'introduction de ce séminaire, c'est que ce à quoi on a à faire face, c'est le vieillissement du parc nucléaire. Et ce vieillissement, il pose une difficulté majeure, c'est que tant qu'il fonctionne, on n'a pas du tout envie de l'arrêter, et c'est normal. Mais le jour où on aura un problème, parce qu'on estimera que les centrales ont 50 ans et que les problèmes s'enchaînent et qu'on est obligé de les remplacer, ce sera trop tard pour penser à un plan de remplacement. Donc il faut réfléchir sur le temps long, il faut réfléchir à la fin de vie du parc nucléaire actuel, et ça demande de penser rythme de construction avant presque. Bon, bien sûr, il faut toujours calculer le coût de ce qu'on regarde, mais la question du rythme de construction est une contrainte beaucoup plus forte, en fait. Et dire, par exemple, aujourd'hui, on est en surcapacité, donc il faut arrêter de faire des projets renouvelables, évidemment, ce serait une grosse, grosse erreur, parce qu'il vaut mieux construire de manière progressive et stable pour les entreprises qui développent ces projets, évidemment, parce que si elles s'éteignent tous, ça va être un facteur d'augmentation des coûts. Et puis, et aussi,
quelque part, pour pouvoir construire des projets qui soient une industrie plutôt qui permette de développer des projets, par exemple sur le nucléaire. Donc, ce qui est représenté à droite, là, c'est le plan de développement du parc nucléaire dans les scénarios de RTE. Vous avez les scénarios 50% nucléaire N3 et le N1 est moins important. Et ce que vous voyez, la petite marche qui est tout en bas, là, 2035, c'est les 6 EPR dont on parle beaucoup, mais vous voyez que derrière cette petite marche des 6 EPR, que je pense vraiment qu'il faut les construire, ces 6 EPR. Mais il y a beaucoup à faire et beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on sera capable de faire dans le futur. Donc aujourd'hui, construire avec un bon rythme des renouvelables, ça nous permet aussi de quelque part de nous protéger par rapport au risque qu'on n'aille pas à la bonne vitesse sur le développement du parc nucléaire qui est, encore une fois, je le répète, nécessaire. Euh, voilà, ben, j'ai terminé ma présentation. J'avais 5 messages. Le coût d'investissement à la puissance installée, c'est pas un bon indicateur. Il faut tenir compte du facteur de charge. L'actualisation, c'est un paramètre clé des coûts qui reflète la manière dont on finance. Aussi, les temps de construction. Aujourd'hui, si on veut réduire les coûts, pour le nucléaire, pour les renouvelables, hein, il faut réduire les temps de construction. Et c'est un problème plus général, la question du financement. Parce que en fait, toute la transition énergétique, c'est aller vers plus de coûts d'investissement et moins de coûts de fonctionnement. Donc, c'est remettre au centre la question du financement et du coût de financement. Troisième message, le coût de production d'énergie, c'est pas un indicateur suffisant parce qu'il faut tenir compte de l'intermittence et du besoin de flexibilité. Et le renouvelable et le nucléaire doivent être, c'est des projets de temps long, très capitalistiques, qui doivent être financés, comme c'est le cas là pour le renouvelable, en sécurisant ce qui va être produit. Il faut que ce qui va être produit, on sache à peu près à combien on va pouvoir le vendre, sinon ces projets, ils sortent pas. Et il y a des grosses incertitudes sur le coût du financement des renouvelables. Donc, pardon, pas de grosses incertitudes sur le coût du financement des renouvelables, mais des questions liées à des problèmes de surcapacité, de flexibilité. Mais malgré tout ça, ce qui est important, c'est de penser rythme quand on développe le projet, au-delà même des coûts. Voilà. Désolé, j'étais un peu plus long, Alain, mais je te laisse la main. Pas du tout de souci, Robin, merci mille fois. Je vais essayer de partager mon écran. Euh, donc là, je vais vous parler du financement du programme des 6 EPR. Donc on a de la chance, on va dire, dans ce séminaire parce que il y a une demande d'aide d'État qui a été faite par EDF à la Commission européenne, à la Direction générale de la concurrence, ce qui permet d'avoir pas mal de chiffres beaucoup plus précis que ceux on pouvait avoir il y a quelques années. Et donc, ça permet de faire des calculs qui sont eux-mêmes conditionnés par toute une série d'hypothèses, parce que je vais parler de choses dont Robin a parlé de manière détaillée. Et cette consultation publique sur le dossier de demande d'État, a été ouverte le 7 mai et elle est terminée le 7 juin. Alors, faut que j'arrive à faire passer ma présentation. J'ai quelques slides, hein, rassurez-vous. J'en ai pour une dizaine de minutes si je ne suis pas trop bavard. Donc, je reprends quelques ordres de grandeur parce que je pense qu'il est extrêmement important pour les uns et pour les autres d'avoir en tête que le nucléaire EPR2, quelque chose qui n'a pas beaucoup de rapport avec le parc installé. Euh, j'ai donné des chiffres qui sont apparemment comparables, mais j'ai expliqué en quoi ils ne sont pas tout à fait comparables quand même. Donc la colonne de gauche, c'est les coûts au mégawattheure, et la colonne de droite, c'est les coûts au kilowatt. Donc exactement ce qu'a expliqué Robin, de l'énergie d'un côté et de l'autre côté de la puissance. Là, le but n'est pas de comparer aux ENR, c'est de comprendre un peu les ordres de grandeur sur le nucléaire. Donc la reine a toujours été fixée à 42 euros le mégawattheure. La Creux a fait un calcul de coût courant économique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en long, en large et en travers ce dont il est question. C'est pas tout à fait un LCOE, c'est pas non plus un coût variable, donc c'était une espèce de compromis. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'ils utilisent des coûts de financement d'EDF, dont on va parler dans 2 minutes, donc 60 euros. Flamanville a été calculé avec un WACC, hein, donc un coût moyen pondéré du capital de 7% à 176 euros par la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2024. Là, j'ai donné, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, le prix le coût avec un taux de 9%.
Les EPR, donc selon la manière dont on fait le calcul, les EPR2, le même programme, strictement avec les mêmes hypothèses, passe de 105 à plus de 220, selon la manière dont on calcule le coût du financement et donc le taux d'actualisation. Donc c'est colossal, c'est exactement ce qu'a dit Robin. Et de l'autre côté, la partie CAPEX euros au kilowatt, c'est juste pour vous voyez que on ne parle pas des mêmes objets, donc aux environs de 1500 euros le kilowatt, actualisé à 1549 si on parle en euros 2026. Ça, c'est des chiffres de la Cour des comptes, hein, du même rapport. Flamanville, c'est les dernières données qu'on a qui sont aussi fournies par la Cour des comptes. Et les EPR2, bah, c'est ce qu'il y a dans le dossier, c'est en moyenne un peu plus de 1500. Tout ça se compare, non pas au prix d'électricité finale, hein, puisque les ménages, ils payent pas loin de 200 euros la TTC, le mégawattheure. Ça se compare à des prix de marché qui ont été assez bas pendant des années, qui ont fluctué massivement suite aux crises qu'on a connues et qui sont aujourd'hui aux environs de 60-80, sachant que c'est des chiffres qui sont hors hypothèse de crise, bien sûr. Alors, dans le dossier d'aide d'État, alors d'abord, pourquoi il y a un dossier d'aide d'État? Parce que les projets sont strictement non finançables sans aide d'État. Et c'est un peu la même question que pour les ENR, hein, oui. S'il n'y avait pas d'aide publique, elles ne seraient pas financées. Donc, pour une raison relativement simple, hein, c'est que les prix de marché qui sortent de la constatation offre-demande sur le marché, ils n'ont jamais permis, ils ne permettront pas, ils ne sont pas faits pour ça, en fait. Ils ne permettent pas de financer les investissements futurs. Ils ne sont pas faits pour ça. Certains économistes disent que ça permettrait d'eux, mais en fait, non. C'est pas fait. Donc il y a besoin d'un dispositif d'aide publique. Donc le dispositif d'aide publique est là sous vos yeux. J'ai résumé, hein, pour ceux que ça intéresse, je donnerai le lien sur le journal de l'Union européenne et puis le dossier qui a été fait, dont j'ai sorti quelques chiffres ici. Donc un prêt à 3% sur 60% du montant sur une durée de 40 ans, en gros, hein. C'est pas tout à fait 40 ans, mais c'est ça que ça veut dire. Des intérêts intercalaires à tenue. Donc les intérêts intercalaires, quand vous avez un projet de 10 ans, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'entre le début du projet et sa mise en exploitation, il peut se passer donc 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et que pendant toute cette période-là, vous investissez, vous dépensez de l'argent. Donc en revanche, vous n'avez pas de revenus. Donc, les intérêts intercalaires, c'est ça, c'est tous les intérêts du financement qui sont liés à cette période-là. Le contrat pour différence, CFD en anglais, Contract for Difference, c'est l'équivalent de ce qui a été dit par Robin tout à l'heure, c'est-à-dire on se fixe un prix de référence. Alors, en anglais, ça s'appelle un strike price. Là, EDF demande quelque chose qui est autour de la moyenne était à 105, hein. On n'a pas le chiffre exact parce que c'est confidentiel. Les deux caractéristiques. Alors, en règle générale, un contrat pour différence, ça consiste à dire ce qu'a dit Robin tout à l'heure, c'est-à-dire en dessous du prix, il y a une aide publique, et puis au-dessus du prix, c'est le contraire. Le producteur rend l'argent. Là, en l'occurrence, c'est un peu asymétrique, c'était même franchement asymétrique, c'est-à-dire que c'est ce que demande EDF, hein. Si le prix de marché est supérieur, le surplus est gardé massivement par EDF, c'est ce qui est demandé. Et le contrat est capacity-based, donc ça, c'est un rapport avec la question de la modulation, c'est-à-dire que EDF demande que le contrat soit fixé par référence à une production théorique pour éviter les questions liées à la modulation pour lesquelles EDF considère que ce n'est pas sa décision. Enfin, il y a une clause de dépassement qui est très précise et très détaillée. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes les explications, mais grosso modo, il y a une prise en charge par l'État de seuil de coût de dépassement. Là, je parle du coût de construction selon des seuils qui sont de 15 à 30, et en fonction de là où on est, bah, ce n'est pas exactement les mêmes répartitions de paiement entre l'État et l'EDF. Et deuxièmement, les règles qui sont demandées sont fonction des causes dites légitimes ou pas, c'est-à-dire c'est vraiment la faute au constructeur ou au contraire c'est la faute à pas de chance parce qu'il se passe des trucs bizarres. Alors, comme l'a dit et l'a montré par les graphiques Robin, la variable clé sur le calcul économique du coût en mégawattheure du LCOE, c'est
c'est le coût du financement. Alors, Robin a dit tout à l'heure que quand on est dans une entreprise publique ou dans un projet public, on a des taux d'actuation qui sont plus bas, et si on est dans le privé, ils sont plus élevés. Là, je raisonne logique creux et logique aide d'État. Donc la Creux, quand elle a estimé le coût courant économique à 9%, elle a pris des hypothèses, donc là, pareil, hein, c'est dans son rapport, avec une rémunération des capitaux de 14%, une rémunération de la dette de 4,2, et puis une répartition moitié-moitié. Donc ça l'a conduit à un taux, un WACC de 9,1%. Et dans le dossier d'aide publique, d'aide d'État qui a été déposé par EDF, on peut calculer deux taux. Donc le taux qui est demandé par EDF, qui aboutit à un taux de 4,8%, hein, avec une répartition 40% de capitaux propres pour une dette à 3% et une rémunération des fonds propres de 7,5. Et puis on peut faire une estimation avec des conditions dites de marché. Alors c'est pas vraiment des conditions de marché, parce que si un acteur privé devait financer des projets aussi risqués et aussi longs, risqué sur le plan industriel, risqué sur le plan politique, risqué sur plein d'autres facteurs. Il demanderait plus que 13,5, mais disons nous, on a fait ce calcul à 13,5 pour voir ce que ça donnait, et on arrive avec une répartition un peu différente de celle de la Creux à la même, au même coût moyen pondéré du capital. Alors il y a trois autres facteurs qui jouent, mais beaucoup moins. Le facteur de charge, donc là, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Robin. On peut simplement se faire la sensibilité sur l'avenir, parce qu'on ne sait pas quelle va être la modulation. Ça dépend de demander au nucléaire, puisque ça dépend de la place qui sera faite aux ENR dans cette période. La durée de construction, j'ai donné des références historiques qui sont très ambitieux dans le dossier de l'EPR2, et donc on a fait des tests de sensibilité dans l'hypothèse où ce sera un peu plus long, c'est plus conforme à la réalité qui est observée. Quant au coût de construction, j'en ai déjà parlé, mais là je vous donne simplement les chiffres pour Flamanville et Hinkley Point pour que vous ayez les ordres de grandeur de ce qui se fait en vrai. Du coup, après avoir fait ces calculs et en fonction de ces sensibilités, on peut avoir une estimation de la valeur des aides d'État en euros. Euh, donc, dans deux grandes familles de calculs, un calcul non actualisé, c'est-à-dire c'est une somme de dépenses sur la durée, hein, mais comme l'a dit Robin, c'est pas très cohérent avec la logique économique où on essaye en permanence de comparer ce qui est comparable, et donc des euros d'une année versus des euros d'une autre année, il faut actualiser. Et donc voilà ce que ça donne avec un paramètre sur le CFD qui est là qu'on a paramétré à 50, 70, 90, exactement la même triplet de choix que ceux qui ont été présentés par Robin pour les ENR. C'est clair que quand le CFD, quand le prix de marché est très bas, l'aide est très élevée, et à l'inverse, elle est plus basse quand le prix de marché est plus élevé. Et donc, ça vous donne des ordres de grandeur de, des aides d'État qui sont demandées, donc entre 150 et 260 en non actualisé, entre 65 et 110. Il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que tout ça est très sensible à pas mal d'hypothèses, mais les ordres de grandeur sont quand même là. J'ai vérifié ça auprès d'autres acteurs qui avaient fait des calculs un peu du même genre, et c'est à peu près ça dont il est question dans cette heure. Alors, je ne rentre pas du tout, pour conclure, parce qu'il est déjà 1h05, dans l'analyse concurrentielle que va faire la Direction générale de la concurrence, hein, parce qu'en fait, eux, ils vont apprécier ce dossier et les demandes en fonction de critères qui sont les critères habituels de la Commission pour ce genre d'aide. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Comme les dernières fois, vous recevrez le replay du webinaire sans les questions, et puis un certain nombre de ressources complémentaires, notamment celles qui ont été proposées par Alain et Robin. Alain, Robin, je vous remercie et je vous souhaite
à tous une bonne fin de journée et courage dans la canicule qui s'annonce. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.